Pendant longtemps, le Burkina Faso n'a été qu'un point poussiéreux sur la carte, promis à l'invisibilité. En quelques années pourtant, des usines se surgissent, des routes se tracent, des villages s'illuminent sous un soleil autrefois gaspillé. Pour ceux qui scrutent le continent à travers les mots-clés Ibrahim Traoré Burkina Faso et Burkina Faso News, cette accélération silencieuse intrigue autant qu'elle bouscule. Si un pays enclavé comme le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, peut réécrire ainsi son destin, qu'est-ce qui retient encore les autres nations africaines sur le bord de la route? Au cœur de ce récit se trouve une promesse simple mais lourde d'enjeux: faire de la souveraineté un indicateur mesurable plutôt qu'un slogan. Il ne s'agit plus seulement de proclamer l'indépendance, mais de la compter en tonnes transformées, en villages électrifiés, en patients soignés, sans dépendre de l'extérieur. Chaque pourcentage d'autonomie économique supplémentaire marque une victoire sur des décennies de subventions et de décisions prises ailleurs. La question n'est plus de savoir si un pays comme le Burkina Faso peut se relever, mais jusqu'où il peut pousser cette logique de production pour soi. Car si cette dynamique portée par un État enclavé se confirme, alors les observateurs qui tapent Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Ibrahim Traoré Interview devront admettre qu'un autre contrat entre l'Afrique et le reste du monde est en train de se dessiner, loin des grandes conférences et plus près des usines, des champs et des centrales solaires. La mini-révélation tient d'abord dans un chiffre: 8 millions de dollars. C'est le coût d'une usine de transformation de tomates inaugurée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, mais ce montant résume un renversement historique. Avant 2015, des milliers de tonnes de tomates pourrissaient sur les routes du Burkina Faso, faute d'infrastructures locales capables de les absorber. Aujourd'hui, ces mêmes récoltes alimentent une industrie nationale qui appose fièrement la mention Made in Burkina sur ses produits. Autour de ce premier chantier se déploie un puzzle plus vaste. Des parcs solaires surgissent dans les plaines du Sahel, des hôpitaux sortent de terre, des routes relient désormais le pays à la Côte d'Ivoire. La trajectoire politique rend ce mouvement encore plus saisissant. Au lieu de s'enliser dans la crise institutionnelle, l'État a choisi de marcher vers la souveraineté à pas forcés. Chaque projet est financé majoritairement par des ressources locales, comme pour prouver que la dépendance n'est pas une fatalité. En toile de fond, un principe se précise. La souveraineté n'est plus un discours, c'est un système qui produit, éclaire et soigne. En 3 ans, le Burkina Faso a posé les bases d'une économie circulaire où les efforts investis dans l'agriculture, l'énergie et la santé se recyclent en progrès mesurables. Pour les lecteurs de Burkina Faso News, cette transformation ne repose pas sur un miracle, mais sur la décision d'exploiter autrement la terre burkinabé et ses habitants. Pour comprendre ce basculement, il suffit de suivre quelques trajectoires individuelles. Dans un village proche de Bobo Dioulasso, Abdoulaye, agriculteur d'une quarantaine d'années, regarde ses caisses de tomates quitter la ferme chaque matin. Autrefois, il les voyait se gâter sous le soleil faute de débouchés. Aujourd'hui, elles prennent la route de l'usine nationale. Pour lui, la transformation n'est pas seulement économique. Elle se lie dans la scolarisation de ses enfants, dans la coopérative gérée par sa femme, dans le retour d'une dignité quotidienne. À plusieurs centaines de kilomètres, Aïcha, jeune technicienne issue d'un programme solaire local, veille sur les panneaux du projet Yellen. Chaque ampoule qui s'allume dans un village du Sahel représente à ses yeux une victoire contre l'obscurité. Son parcours incarne cette nouvelle génération burkinabé formée sur place, convaincue que la souveraineté se construit avec des outils, des compétences et de la patience. Ces histoires, longtemps considérées comme des exceptions, tendent à devenir la norme. Les revenus agricoles doublent dans certains bassins, les villages électrifiés se multiplient et le sentiment d'appartenance se renforce. Le so what tient en une idée. Quand les infrastructures changent les vies ordinaires,
La souveraineté cesse d'être abstraite et devient une expérience intime pour des milliers de familles. La séquence commence en 2015 lorsque Ibrahim Traoré lance un pari jugé insensé par beaucoup: bâtir une usine nationale de transformation de tomates dans un pays sans accès à la mer, dépendant des routes étrangères pour ses importations comme pour ses exportations. Le chantier mobilise des fonds locaux, des ouvriers formés sur place, une logistique improvisée qui contourne les lenteurs administratives. Moins d'un an plus tard, l'usine sort de terre, et avec elle une certitude nouvelle: le Burkina Faso peut produire pour lui-même. À peine cette première pièce en place, un effet domino se déclenche. En 2017, un programme solaire baptisé Yellen est annoncé avec l'objectif d'alimenter plus de 150 villages. Dans les plaines du Sahel, les pylônes apparaissent, les panneaux se déploient et la nuit cesse progressivement d'être synonyme de paralysie totale. Là où l'obscurité imposait l'immobilité, les ateliers prolongent leurs activités, les écoles ouvrent en soirée, les dispensaires conservent leurs vaccins. L'année suivante, un autre projet colossal se met en marche, une route stratégique reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. 500 millions de dollars sont engagés, des centaines de kilomètres sont asphaltés, des milliers d'emplois sont créés. Là encore, le financement est majoritairement local, comme pour prouver que la planification peut venir de Ouagadougou, non de bureaux lointains. Les échanges commerciaux augmentent, les délais de transport se réduisent, les marchés ruraux se connectent à la capitale. En parallèle, les chantiers hospitaliers se multiplient. L'hôpital de Bobo Dioulasso, conçu et construit par des Burkinabés pour des Burkinabés, devient le symbole d'une autonomie sanitaire conquise pas à pas. Les soins se professionnalisent, la mortalité infantile recule, les jeunes médecins formés localement remplacent progressivement les expatriés. Ce fil, usine, énergie, route, santé, constitue le cœur de la méthode. Chaque projet nourrit le suivant. Chaque réussite en déclenche deux autres. Le pays avance par capillarité, comme si la souveraineté se diffusait chantier après chantier, de la tomate à l'ampoule, de la route à l'hôpital. Les chiffres, ici, racontent aussi bien l'histoire que les discours. À côté des 8 millions de dollars investis dans l'usine de tomates et des 500 millions consacrés à la route stratégique, un autre nombre s'impose. Plus de 300 000 personnes bénéficient désormais du projet solaire Yellen. Là où l'électricité était rare ou importée, elle devient locale et abordable, traçant une ligne claire entre le avant et le après. Ce passage d'une dépendance énergétique subie à une production maîtrisée illustre la logique baseline delta au cœur de la stratégie. Les résultats combinés donnent une première radiographie du changement. La production agricole progresse de 40%, traduisant l'effet des infrastructures de transformation et de transport. Le commerce augmente d'environ 25%, porté par de nouvelles routes et des marchés mieux connectés. La mortalité recule de 15%, signe que les hôpitaux construits et les équipements financés localement améliorent la prise en charge des patients. Chaque pourcentage incarne un gain concret: plus de produits vendus, plus de revenus disponibles, plus de vies sauvées. Sur le terrain, ces données prennent une dimension presque palpable. Dans les villages électrifiés, la micro-entreprise rurale bondit de plus de 30%, boutiques, ateliers, services émergents à la faveur de la lumière disponible 24 heures sur 24. Les hôpitaux financés par des contributions communautaires réduisent les dépenses publiques de santé sans dégrader la qualité des soins, en ajustant l'offre au plus près des besoins locaux. Lorsque les observateurs extérieurs consultent les Burkina Faso News ou recherchent Ibrahim Traoré Interview, ils y voient peut-être des chiffres modestes, loin des grands indicateurs macroéconomiques habituels. Pourtant, pour la population burkinabé, ces données représentent une révolution silencieuse. Elles prouvent qu'un État
peut s'émanciper par la rigueur des faits, en accumulant des progrès mesurables plutôt qu'en accumulant les annonces. Les critiques de cette stratégie ne manquent pas. Certains adversaires d'Ibrahim Traoré soutiennent qu'un modèle centré sur l'autosuffisance risque, à terme, d'isoler le Burkina Faso. Selon eux, refuser l'aide internationale reviendrait à se priver d'investissements massifs et de transferts technologiques jugés indispensables. Un pays enclavé, sans littoral ni grande réserve minière, ne pourrait pas, d'après cette lecture, maintenir seul une croissance durable. D'autres voix redoutent une dépendance différente. Miser fortement sur le solaire et l'agro-industrie locale exposerait l'économie aux aléas climatiques et aux fluctuations des marchés régionaux. À première vue, ces arguments s'inscrivent dans une logique de prudence. Diversifier les partenariats, rester ouvert au financement, limiter les risques liés à un nombre réduit de secteurs. Il rappelle que l'histoire économique du continent est marquée par des chocs extérieurs, des variations brutales de prix et des crises politiques qui ont souvent balayé les meilleures intentions. Mais ces critiques sous-estiment l'architecture interne du modèle en place. L'usine de tomates soutient l'agriculture locale, le réseau routier fluidifie les échanges, le programme Yellen fournit l'énergie à cet ensemble. Aucun maillon n'est conçu pour fonctionner isolément. Chacun est censé renforcer la résilience des autres. Plutôt que de couper les ponts, cette interdépendance crée un écosystème fermé mais productif, capable de dialoguer avec l'extérieur depuis une base plus solide. Le pari n'est pas de rejeter le monde, mais de renégocier la relation à partir d'une capacité de production réelle. Au milieu du récit, une phrase résume la bascule. La souveraineté se voit dans la nuit. Dans des dizaines de villages burkinabés, le projet Yellen a allumé bien plus que des ampoules, il a modifié la perception de ce qu'un État peut apporter à ses citoyens. Là où l'obscurité régnait presque sans interruption, l'électricité circule désormais en continu, portée par une énergie locale, propre et maîtrisée. Ce moment marque le point médian de l'histoire. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre, il commence à produire sa propre lumière. Pour Ibrahim Traoré, ce programme n'est pas un simple dossier technique, mais un acte de défi lancé aux anciennes dépendances. En misant sur le soleil du Sahel plutôt que sur des centrales importées, le pays refuse d'être prisonnier de factures énergétiques négociées ailleurs. Chaque kilowatt solaire produit devient une démonstration. La souveraineté peut être visible, tangible, presque saisissable. Les transformations engagées se lisent désormais dans la vie quotidienne de quatre groupes majeurs de la société burkinabé. Pour les agriculteurs, tout commence dans les champs. Là où les récoltes finissaient sur le bord des routes, faute de clients ou de camions, la présence de l'usine de transformation change l'équation. Les tomates sont acheminées, transformées, exportées sous label national. Les revenus augmentent, les pertes se réduisent, et la saison agricole n'est plus une loterie dépendant de marchés lointains. Pour les entreprises locales, une nouvelle ère d'autonomie s'ouvre. Les routes asphaltées réduisent les délais de transport, les parcs solaires garantissent une électricité plus stable, les hôpitaux et les services publics renforcent un environnement propice aux investissements internes. Les entrepreneurs peuvent planifier, investir, recruter sans attendre un projet venu de l'extérieur. Dans les Burkina Faso News, ces évolutions apparaissent comme les signes d'un tissu économique qui se densifie par capillarité. La jeunesse et la diaspora trouvent dans ce mouvement une source d'inspiration renouvelée. Les programmes de formation technique liés à l'énergie, à la construction ou à l'agriculture moderne offrent des perspectives concrètes à des milliers de jeunes. Pour ceux qui vivent à l'étranger, l'essor d'un modèle porté par des ressources locales rebat la question du retour au pays non plus comme un sacrifice mais comme une possibilité de contribution directe. Enfin, pour la région du Sahel, l'expérience burkinabé devient un laboratoire à observer de près.
Si un pays enclavé parvient à transformer ses contraintes en leviers, d'autres nations confrontées à des défis similaires pourraient y voir un schéma reproductible. Derrière les chiffres et les projets, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme celui d'un dirigeant qui tente d'aligner souveraineté politique et infrastructures concrètes en misant sur la production, l'échange et le soin. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires restant ouvertes pour le Burkina Faso. Dans un scénario de base, les projets déjà lancés se consolident au rythme prévu. Les extensions du réseau routier et des installations solaires avancent, l'usine de transformation poursuit sa montée en puissance, les hôpitaux affinent leur organisation interne. La croissance demeure modeste mais régulière, portée par des gains d'efficacité et par la confiance renforcée des communautés dans les infrastructures construites. Dans un scénario optimiste, les résultats obtenus convainquent davantage de villages, de coopératives et d'entreprises de s'agréger à cette dynamique. Les 300 000 bénéficiaires de Yellen deviennent le socle d'un réseau plus large. Les trois chiffres clés: 40% de production agricole en plus, 25% de commerce supplémentaire, 15% de mortalité en moins, se consolident et s'améliorent légèrement. La souveraineté économique commence alors à être perçue comme une norme, non comme une expérience fragile. Le scénario le plus défavorable repose sur une fatigue institutionnelle ou sociale. Si la vigilance faiblit, si les chantiers ralentissent, les avancées récentes pourraient se figer. Des retards dans l'entretien des routes, des difficultés à maintenir les équipements solaires ou des tensions politiques pourraient ralentir la mécanique. La souveraineté resterait alors un horizon partiellement atteint plutôt qu'un état consolidé. Dans ces trois cas, le même impératif domine: continuer à baser les décisions sur des indicateurs mesurables, non sur des annonces de circonstances, afin que le pays puisse ajuster sa trajectoire sans renoncer au principe d'autonomie. Ce récit ne concerne pas seulement les institutions, il touche aussi directement les citoyens africains, les décideurs et les observateurs extérieurs. Pour les habitants des villages et des quartiers urbains, chaque projet collectif, qu'il s'agisse d'une coopérative agricole, d'un atelier de réparation, d'une petite clinique ou d'un point d'eau modernisé, devient un acte de souveraineté à échelle humaine. L'indépendance ne se décrète pas dans un texte, elle se pratique dans la manière de produire, d'entretenir et de transmettre. Pour les responsables politiques du continent, l'exemple burkinabé rappelle qu'aucune réforme durable ne peut se faire contre les populations ou à leur place. Remplacer l'habitude de solliciter l'aide extérieure par la construction patiente de capacités internes suppose d'accepter un rythme plus lent mais plus solide. Les décisions qui s'inspirent de ce modèle se jugent à l'aune de leurs effets tangibles: routes praticables, écoles fonctionnelles, structures de santé opérationnelles. Quant aux observateurs du Nord, ce cas impose un changement de focale. La coopération ne peut plus être pensée comme une faveur accordée, mais comme un partenariat d'égal à égal, fondé sur la reconnaissance d'initiatives locales déjà en cours. Les recherches autour de Ibrahim Traoré Interview deviennent alors moins une curiosité médiatique qu'un effort pour comprendre comment un État tente de conjuguer souveraineté et rigueur de la mesure. Pour transformer ces acquis en trajectoire durable, plusieurs étapes se dessinent. D'abord, l'extension du réseau d'eau potable dans les zones semi-arides et la modernisation d'environ 300 km de routes rurales doivent être conduites avec la même logique que les chantiers précédents. Financement national, implication des communautés, suivi précis des impacts. La cible annoncée: réduire de 20% les pertes agricoles et fluidifier les circuits commerciaux, offre un cadre de mesures claires. Ensuite, le programme solaire Yellen doit couvrir 200 nouveaux villages, tandis que 500 installateurs supplémentaires sont formés.
Porter à 70% la part d'énergie locale dans la consommation nationale constituerait un signal fort de consolidation. En parallèle, la création d'instituts de technologie appliquée spécialisés par région, agriculture, énergie, construction, permettrait de lier formation et emploi en suivant le taux d'insertion à 6 mois comme indicateur central. Des lois cadres encadrant l'utilisation des ressources naturelles et la redistribution des revenus communautaires compléteraient cet édifice. Chaque projet public devrait publier ses indicateurs d'impact, nombre de bénéficiaires, emplois créés, recettes locales. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette approche ne dessine pas une utopie, mais une mécanique de continuité où la souveraineté se pilote par la mesure plutôt que par l'attente. Au moment de refermer ce récit, deux images reviennent en écho. Les caisses de tomates d'Abdoulaye et la lumière du projet Yellen dans les villages du Sahel. Dans ces tomates autrefois perdues puis transformées en richesse locale, dans ces ampoules qui déchirent la nuit, le Burkina Faso affirme une certitude tranquille. La souveraineté n'est plus un discours abstrait, mais une pratique quotidienne tissée de récoltes sauvées, de machines en marche et de services de santé disponibles. Le parcours porté par Ibrahim Traoré ne prétend pas effacer les fragilités ou les risques, mais il montre qu'un pays peut choisir de se gouverner par ses propres moyens, à partir de ressources modestes, mais organisées. La dignité retrouvée se lit dans les gestes ordinaires. Un champ cultivé, un atelier éclairé, un hôpital qui fonctionne sans attendre une subvention. C'est là que se joue la transformation la plus profonde, celle qui donne à un peuple la possibilité de tenir son destin entre ses mains. L'histoire récente du Burkina Faso ne se résume pas à un cas isolé, mais à un principe plus large. Celui qu'une nation, même modeste, peut écrire son avenir sans attendre l'autorisation du monde. Les projets liés à l'agriculture, à l'énergie solaire, aux routes et aux hôpitaux dessinent les contours d'un modèle où la souveraineté se construit autant dans les ateliers que dans les bureaux ministériels. Ce récit invite chacun, en Afrique comme ailleurs, à observer de près ces expériences de souveraineté mesurables. Les communautés qui participent à un chantier, les équipes qui gèrent une coopérative, les institutions qui publient leurs indicateurs partagent une même intuition. La liberté se renforce quand elle s'appuie sur des résultats vérifiable. À travers le parcours du Burkina Faso et d'Ibrahim Traoré, une question reste ouverte à toute société. Que devient un pays lorsqu'il décide concrètement de ne plus attendre?